Bonjour, ceux en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Très Oui, bien. Très bien. Oui, on t'entend très bien. Ils ont dit oui dans le chat? mais on doit avec le bruit environnant. Un conseil qui est disponible. Ah, Allô? Je pense qu'on va commencer. on va juste bien- commencer la présentation. Pas sérieux, on va commencer. C'est bon. On peut commencer, je vais commencer. Bon, ben, dans le fond, on n'a pas besoin. OK, bon, tout le monde nous entend, donc on va commencer. Aujourd'hui, la présentation, c'est sur les déchirures musculaires aux membres inférieurs. Donc, c'est moi, Audrey-Anne et Eliane qui allons discuter de ça avec vous aujourd'hui. Pour qu'est-ce qui est du plan de la présentation, là, on va commencer par parler de déchirures du corps musculaire. Ensuite, on va parler des déchirures tendineuses. Là, on a les ischios, les quads, puis le tendon d'Achille. On va parler plus de sujets controversés à la fin. Puis, on n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer, évidemment. Pour commencer avec les déchirures des corps musculaires, on a regroupé pour toutes les, je peux dire, corps musculaires du membre inférieur, puis qu'on n'a pas trouvé de particularité propre à chaque corps musculaire. Donc, côté présentation clinique, c'est surtout un mécanisme d'élongation plus une lacération ou un choc direct qui va faire des blessures au corps musculaire. Cliniquement, c'est quand on va de ta faire mal ou si on l'étire. Puis, cliniquement, dans les jours qui suivent, c'est sûr qu'il y a un à l'enfant échymose Jésus. cutané qui Faudrait se forme, juste que je puis pense aussi un hématome transférer en intramusculaire radiologie. qu'on peut voir à l'écho. Par contre, dans les 2 premiers jours suivant la blessure, souvent, il disait que l'hématome à l'écho était difficile de distinguer du Oui, ce tissu serait l'idéal. musculaire versus de la Non, déchirure. je dis Fait pas, qu'il fallait c'est pas attendre la fin, quelques mais je jours pense pour que que j'ai ça regardé. Caroline s'organise Giguère. mieux Fait que à si c'était possible l'échographie. avec Caroline Giguère, ça serait parfait. Sinon, côté des classifications, là, il en existe plus qu'une dizaine. Fait que si on utilise une plus clinique avec courbature, contracture plus sévère, élongation, claquage qui peut être plus sévère, rupture partielle ou complète. Puis sinon, il y a aussi des classifications plus radiologiques selon le pourcentage de déchirure du corps musculaire. Côté de la prise en charge initiale, peu importe la localisation ou la sévérité de la blessure, c'est les principes de Police, Price, Rice, Peace and Love, l'acronyme que vous souhaitez utiliser. Donc, côté protection, c'est diminuer la mise en charge initiale ou empêcher la mise en charge selon les symptômes pour une courte période de 1 à 3 journées. Ça permet de minimiser le saignement au niveau intramusculaire, puis aussi de diminuer la rétraction des fibres. Puis, on ne vise pas non plus un repos prolongé parce que ça peut avoir des effets néfastes. Sinon, dans les autres principes, il y a d'élever le membre en haut du cœur. Sinon, éviter les anti-inflammatoires. On va en parler un petit peu plus dans la section des sujets controversés. Sinon, la compression au niveau du membre pour la première semaine qui est recommandée, puis d'éduquer le patient sur son diagnostic puis la prise en charge qui va être nécessaire. Après la période initiale passée, on reprend un loading progressif selon la douleur, selon les symptômes. Il y a aussi l'optimisme d'encourager le patient d'être positif parce que quand ils ont plus tendance à catastrophiser des symptômes dépressifs qui s'installent ou comme d'avoir peur, ça peut prolonger la réadaptation. La vascularisation avec des activités physiques aérobiques sans douleur qui augmentent l'apport sanguin au niveau du muscle blessé qui peut améliorer le processus de guérison puis faire des exercices de réadaptation. Sinon, c'est indiqué de demander un avis chirurgical quand il y a une déchirure de plus de 50% du corps musculaire. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir une opération, mais c'est bien de référer. Ou s'il y a un échec au traitement conservateur pendant plus que 4 à 6 mois, puis qu'il persiste de la douleur, qui persiste un déficit à l'extension. Sinon, côté réadaptation, c'est bien de commencer précocement à 2, 3 jours. Ça commence avec des exercices d'étirement. Puis il y a même certains auteurs qui mettent les contractions isométriques dans la première étape de réadaptation parce qu'ils disent que le fait de contracter, ça augmente le flux sanguin au bout du muscle. Puis ça peut favoriser la guérison. Puis après ça, on progresse avec des contractions dynamiques, concentriques, excentriques, puis avec la phase fonctionnelle de reprise progressive du sport.
Puis en réadaptation, il y a comme différentes modalités qui peuvent être utilisées. Puis dans la littérature, côté kinésiotape, c'est pas montré supérieur au bandage élastique traditionnel rose-beige pour faire la compression. Sinon, le laser, il n'y avait pas d'impact sur la durée de guérison. La chaleur locale, ça pourrait aider à absorber l'hématome, mais il faut que ça soit à l'extérieur de la période aiguë à risque de ressaignement. Fait qu'il faut au moins attendre un 7 à 10 jours pour l'utiliser. Puis même chose pour un peu le massage de l'hématome, ça risque de ressaignement si c'est fait trop tôt. Puis l'oxygénothérapie hyperbare, il n'y a pas d'efficacité suffisante qui était démontrée dans la littérature pour le recommander systématiquement. Puis ça, sinon, ici, c'était un tableau dans un article que j'avais vu qui donne une idée un peu du délai attendu selon la sévérité de l'atteinte musculaire. Fait que dans la colonne la plus à droite, quand il y a une rupture du corps musculaire, pour un retour au sport avec des amplitudes complètes, pas de douleur, des forces symétriques, on s'attend minimalement à 8 semaines pour que l'athlète soit correcte. Donc maintenant, on va parler des déchirures tendineuses. On va commencer avec les tendons des ischio-jambiers. Fait qu'un petit rappel anatomique, là, que les 3 tendons qui le composent, c'est le biceps fémoral avec sa longue et sa courte portion, le semi-membraneux et le semi-tendineux. On voulait faire un rappel aussi des mécanismes de blessure là, des tendons des ischios. Le premier type, c'est le mécanisme de sprint qui va faire une atteinte myotendineuse du biceps fémoral. Puis le type 2, c'est l'élongation avec flexion de la hanche puis extension du genou qui vont faire une atteinte proximale des tendons, du tendon semi-membraneux près de l'ischion. Puis dans le fond, il faut savoir qu'en présentation aiguë, c'est moins important, mais la réadaptation est plus longue pour celui-là. Justement, nous, en clinique, avec Eliane, on avait vu un cas là, de rupture probablement du semi-membraneux. C'était un patient qui était en ski nautique, puis son patin de ski nautique est resté pris dans l'eau. Fait qu'il a fait vraiment une flexion de la hanche, extension du genou. Son pronostic à ce patient-là était quand même défavorable. Là. On l'a vu, en fait, en bureau 2 mois après que ce soit passé parce que l'urgento avait comme pas vraiment vu la chose. Il avait collé plus un entorse à ce niveau-là. Fait qu'on a demandé l'avis de l'ortho, là, puis on a un IRM qui est à venir, mais c'est ça. C'est un cas quand même pertinent qu'on avait vu en clinique. Les tests provocateurs à faire quand on a une suspicion, là, éventuellement, c'est de faire le test. J'ai mis une image en haut du Puranen au Rava. Fait qu'on fait juste étendre la jambe du patient, puis il nous rapporte s'il y a une douleur là, derrière la cuisse. Le test d'étirement, le BMI, qui ressemble aussi à langue poplitée, là, qui va donner la même sensibilité derrière la cuisse. Puis le modifier, dans le fond, c'est juste qu'on étend rapidement le genou en extension. Aussi, il ne faut pas oublier, si on n'a pas d'histoire précise de trauma, là, de faire le slum test là, pour voir s'il n'y a pas une tension neurale et qu'on n'avait pas vraiment d'histoire de trauma. Mais normalement, avec la grosse échymose derrière la cuisse, on a souvent, puis l'histoire, on a souvent notre idée diagnostique. Pour faire l'imagerie là, pour les tendons des ischios, on va commencer par faire un rayon X, en fait, pour voir s'il y a une avulsion. Fait qu'on fait une AP du bassin, AP latérale et latérale du fémur. On peut faire une échographie là, si on a un échographiste spécialisé. Mais sinon, là, c'est sûr que l'IRM, c'est le gold standard si on n'a pas l'échographiste spécialisé ou si on a une suspicion de déchirure complète là, au niveau des ischios. Puis je vous ai mis juste un petit tableau là, qui spécifiait les grades à l'IRM, qu'est-ce que les radiologistes vont classifier à ce niveau-là. Le traitement non chirurgical pour une déchirure aux ischios, là, les indications, ça va être en fait la plupart des blessures aux ischios, toutes les déchirures d'un seul tendon. Si on a 2 déchirures tendineuses là, avec une rétraction de moins de 2 cm, ça va être un traitement non chirurgical également. La rupture à la jonction myotendineuse, puis les patients moins actifs là, qui présentent des comorbidités importantes, pardon. Le traitement non chirurgical, pardon, ça va être en effet le repos, là, la glace puis le poids protégé pendant 4 semaines. Puis ça devrait être prolongé là, si le patient est encore symptomatique de manière significative. Puis au fur et à mesure là, que les symptômes disparaissent, on ajoute l'abdomen, la hanche, les quads pour renforcer les ischios pour prévenir des nouvelles blessures. Quand on est plus à distance de la blessure puis on veut faire de la prévention, là, il va y avoir l'exercice nordique des ischios qui est pertinent là, pour renforcer à ce niveau-là.
Dans le fond, ça va prendre plus ou moins 6 semaines là, pour retrouver la forme au niveau des ischios. Puis return to play, là, quand on n'a pas de douleur à palpation, le range of movement qui est normalisé, puis les forces sont normales. Puis quand on dit normal, là, évidemment, on veut dire la normale, qui c'est le côté controlatéral. Fait qu'un coup qu'on a retrouvé la même fonction que l'autre jambe, on peut faire le retour au jeu. Les facteurs qui vont prolonger là, la durée de rétablissement, ça va être si on a une déchirure très proximale à l'ischion, si l'intensité de la douleur lors de l'accident est importante, l'intensité ou pas importante quand c'est une déchirure complète, là, puis on n'a plus de douleur par après. Intensité de l'atteinte fonctionnelle un jour post-accident. La récidive de déchirure, c'est un mauvais pronostic aussi. Puis la longueur de la zone douloureuse là, qui est atteinte. Puis l'atteinte du tendon conjoint intramusculaire du long chiffre du biceps fémoral aussi, c'est un moins bon pronostic de rétablissement. Dans quelques études, là, le traitement PRP a été tenté pour des athlètes de haut niveau là, qui avaient eu des blessures au tendon des ischios. Puis, tu sais, c'était pas des études de très haut calibre, là, mais il y avait des études qui avaient démontré un retour au jeu plus précoce de 3 à 5 jours chez les joueurs de la NFL. Sinon, le traitement chirurgical, là, à ce moment-là, l'indication, ça va être si on a une rupture d'avulsion proximale, si on a une avulsion partielle qui est échouée là, à la gestion non opératoire pendant 6 mois de traitement conservateur. Si on a 2 tendons avec au moins 2 cm de rétraction chez les jeunes patients actifs, on va évidemment considérer ça aussi. Puis la déchirure de 3 tendons là, également. Fait qu'il faut savoir que 80% de retour au niveau pré-blessure à 6 mois après la chirurgie, mais qu'il y a un niveau élevé de complications là, avec la chirurgie jusqu'à 23% dans certaines études. Par exemple, il y a quand même une corrélation avec le moment où on l'a fait. Là, fait que, les cas chroniques qui sont référés en chirurgie après plus que 6 semaines, c'est là que le niveau de complication est plus élevé, mais souvent avant 6 semaines, c'était mieux le outcome chirurgical. Sinon, maintenant, on passe au tendon du quadriceps. Fait que la présentation clinique, ça va être un gros genou qui va être édémacié. Si on est quelques jours à délai de la blessure, ça se peut qu'il y ait un ecchymose. Puis, cliniquement, le patient va avoir une atteinte du mécanisme extenseur, il va être pas capable de maintenir sa jambe en extension. Puis à la palpation, on peut sentir un manque de substance 2 cm en proximal du pôle supérieur de la rotule. C'est l'endroit que le quadriceps déchire le plus souvent. Puis au rayon X, il y a le signe de la patella baja qui est la patella qui est plus basse à cause qu'il y a moins de traction faite par le tendon du quadriceps. Puis nous, en clinique, pendant notre stage, on a vu un patient, un joueur de hockey qui a fait un changement de direction brusque. Puis là, grosse douleur au genou, difficulté à marcher, il a consulté à l'urgence. Puis il y avait un genou super édémacé, puis le diagnostic retenu était une entorse versus déchirure du ligament croisé antérieur. Puis il avait été référé en physiothérapie. Là, c'est sûr, vu que je présente ça dans une présentation, c'est déchirure musculaire, le diagnostic a changé. Une semaine plus tard, il y avait sa première évaluation en physiothérapie au PEPS. Puis là, finalement, le physiothérapeute s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun mécanisme extenseur, fait qu'il a trouvé ça louche. Fait que là, il nous l'a fait voir. En effet, le patient avait aucun mécanisme extenseur, puis on a fait une échographie, puis on voyait là, qu'il y avait une bonne déchirure du tendon du quadriceps. Fait qu'au moins, lui, on l'a attrapé à temps. Il était à 7 jours post-blessure, puis on l'a référé en ortho le lendemain, il a été opéré. Mais c'est quand même à garder en tête là, vraiment l'absence du mécanisme extenseur qui est important de vérifier quand il y a des gros genoux qui arrivent en clinique. Sinon, côté de la prise en charge, les indications de traitement conservateur, c'est si c'est une déchirure partielle et que le mécanisme extenseur il est maintenu. Ou sinon, si la chirurgie est contre-indiquée, s'il y a trop de risques, le patient est trop comorbide. Puis c'est indiqué de l'immobiliser le genou avec extension ou même étirement maximal sans douleur pour le patient. Là. Fait que là, comme sur l'image, c'est un peu à l'extrême là, avec des grosses déchirures. Je suis pas certaine qu'ils vont se rendre à ce niveau-là, mais l'étirement initial pourrait aider justement les fibres musculaires, puis après ça, une reprise progressive de la mise en charge en maintenant une certaine immobilisation, puis tout en respectant là, les principes de Peace and Love. Les indications chirurgicales, c'est un peu le contraire des indications non chirurgicales. Fait que c'est ici une déchirure complète ou une atteinte du mécanisme extenseur.
ou un échec au traitement conservateur. Fait que le délai chirurgical idéal, ça serait en bas de 48 à 72 heures, mais entre 2 à 3 semaines, ça peut être acceptable. Puis plus que la chirurgie est retardée, moins qu'il y a comme une bonne chance d'avoir des bons outcomes. Puis sinon, côté chirurgical, c'est quand même à considérer. Là, il y a plusieurs études qui mentionnent qu'il y a seulement 50 à 60% des athlètes qui vont retourner à leur niveau préopératoire après une chirurgie pour une déchirure du tendon là, du quad. Maintenant, le tendon d'Achille, en fait, l'incidence qui est plus commune chez les hommes, le plus courant entre 30 et 40 ans, les facteurs de risque, on parle d'athlètes épisodiques, là, weekend warrior, les antibiotiques, comme vous connaissez bien, les fluoroquinolones, puis l'injection de stéroïdes. La présentation, c'est une faiblesse et difficulté à la marche, là, une douleur qui va être localisée au talon, puis une augmentation de la dorsiflexion au repos. Pour qu'est-ce qui est des mouvements plus actifs, là, il va y avoir une faiblesse à la flexion plantaire, puis une augmentation de la dorsiflexion, comme on a déjà dit. Puis la manœuvre spéciale là, à faire, c'est le Thompson. On peut utiliser la radiographie là, pour exclure d'autres pathologies là, au niveau du pied de la cheville. Puis pour l'écho, ben, ça peut être utilisé pour déterminer les ruptures complètes versus partielles. Pour qu'est-ce qui est de l'IRM, on va l'utiliser quand on a des résultats équivoques à l'examen physique ou quand on a des ruptures chroniques là, pour voir ce qui se passe en dessous de ça. Le traitement non opératoire qui va être indiqué dans la plupart des blessures là, au tendon d'Achille, ça va être d'immobiliser à 20 degrés de flexion plantaire le pied en question, puis de faire une rééducation fonctionnelle précoce. Puis les résultats dans les études démontrent que la force de flexion plantaire est équivalente par rapport à la gestion opératoire, puis il y a moins de complications aussi par rapport au traitement opératoire. Pour qu'est-ce qui est du traitement chirurgical, là, ça va être pour les ruptures aiguës, là, environ moins de 6 semaines. Mais de ce qu'on a compris là, en regardant les études, c'est que il y aurait une réduction légère là, du risque de ré-rupture par rapport au traitement non chirurgical, mais le risque de complications est plus élevé, fait qu'on va souvent opter là, pour le traitement conservateur vu le léger changement au niveau du risque de ré-rupture, mais les complications qui sont plus élevées. Peux-tu parler de vous avez mis là? Moi, ça me dérange pas. Ouais. Juste dire, la tendance actuelle sur les tendons d'Achille, c'est pas pire. C'est ça, Chez les athlètes exact. de très haut niveau. Exact. Puis vraiment, il y a encore des chirurgiens peut-être un peu plus âgés qui le font, qui ont dit, moi, je l'ai toujours fait. Mais vraiment, c'est. Et non seulement pas opéré, mais souvent, ils sont mis déjà en attelle de 20 degrés progressif, sans même avoir eu d'écho d'IRM. C'est clinique, une rupture du tendon d'Achille, puis tant mieux si tu fais un écho au chevet dans ton bureau, tu le vois, mais un orthopédiste bien habitué, là, il voit, consultation de l'urgence, il voit, il ne demande même pas d'imagerie. Puis c'est un diagnostic relativement clé, puis c'est un peu une tendance lourde, là, je dirais. Mais d'ailleurs, puisqu'on en parle, parce que c'était une question que j'avais, tu sais, justement, pour le traitement chirurgical, est-ce que, là, on disait athlète de haut niveau, mais mettons un gars qui joue au soccer, tu sais, un jeune, comme, c'est plus rare, là, mais tu sais. Ben, moi, ce que je vois, là, Il y a pas de- puis jamais sur le collège, mais ce que je vois, c'est que la tendance, là, est pas. Il n'y a pas de plus de risque de rupture, mettons. Ça dépend pas, mettons, du type de sport qu'ils font. C'est que le risque de complications, notamment infectieuses, Ouais. et pour une raison relativement bizarre, ça s'infecte facilement. Et que le risque de complications infectieuses dans la balance pèse très lourd. Puis ce qui est venu un peu raviver ça, c'est il y a 2 ans, je ne me rappelle pas quel joueur de tennis professionnel s'est fait opérer. Puis là, c'est devenu tout le monde veut se faire opérer son tendon d'Achille, alors que ça fait des années que la tendance, c'est de ne pas les opérer. En fait, ça ne récupère pas tellement mieux opérer que pas opérer. C'est vrai. Nous, au plus fort, le docteur Marquis, il aime ça, les opérer des choix qui sont plus équipés. Surtout que la saison est relativement courte. Il y a tendance à les opérer pour être sûr d'avoir un résultat dans un délai relativement court. Parce que lorsqu'on regarde tous les processus avec la rééducation, etc., mais c'est un long processus, 6 mois de raison. Alors, on a plus de chance, je pense, comme ça, ils ont tendance à les opérer, mais c'est vrai qu'il y a des complications. C'est sûr, il y a ça arrive. Ça fait Mais- une grande. Mais puis François pratique depuis plus longtemps Ouais, aussi. Il y a une longue expérience.
C'est bon, mais en tout cas, merci pour les, les précisions. Puis on va enchaîner avec la dernière section de notre présentation qui sont les sujets controversés dans la littérature. On aime ça. Pour ça en ligne, Dr. Roy s'excite. Ah, ouais. Fait que le premier, ça concerne le drainage d'hématomes. Fait que là, est-ce qu'on devrait drainer? Est-ce qu'on devrait pas drainer? Dans la littérature, il n'y a rien de clair à ce sujet-là. Est-ce que ça pourrait prévenir la myosite ossifiante? On ne le sait pas trop. Est-ce que ça diminue la quantité de tissu cicatriciel? On ne le sait pas. Y aurait-il un lien avec le risque de reblessure ou les douleurs persistantes? Ça non plus, il n'y a pas de réponse claire. Dans les avantages qui sont présentés pour drainer l'hématome, ça permettrait de diminuer l'effet de masse, fait que moins d'irritation nerveuse puis moins de rétraction de fibres musculaires. Il y en a d'autres qui disent que peut-être on ne devrait pas drainer l'hématome parce que ça fait partie du processus dans la phase de régénération musculaire que le corps réabsorbe l'hématome avec les débris cellulaires. Puis là, il y en a d'autres qui disent si l'hématome est absorbé, est-ce qu'on accélère le processus de guérison? Encore là, il n'y a pas de réponse claire de qui a raison dans les différentes hypothèses. Puis aussi, le moment du drainage, il n'y a pas de consensus. Il y en a qui suggèrent entre 2 à 10 jours, d'autres qui préfèrent attendre plus 7 à 12 jours post-blessure pour le drainer. Puis suite à un drainage, souvent, il y a une récidive d'une collection liquidienne, fait que ça nécessite un suivi rapproché avec possiblement plusieurs drainages. Dans la littérature scientifique, les études sont peu satisfaisantes. Ça, c'en est une qui est une étude clinique contrôlée, mais pas randomisée, qui comparait justement de drainer l'hématome versus de seulement un traitement conservateur. Puis pour le temps de retour au sport, dans le groupe avec drainage de l'hématome, c'était 48 plus ou moins 27 jours. Puis dans le groupe témoin, c'était 102 plus ou moins 52 jours, mais il y avait quand même des intervalles de confiance très, très élevés avec une méthodologie qui pouvait laisser quand même à désirer. Fait que, je pense pas nécessairement qu'on peut tirer des conclusions là-dessus. Sinon, j'ai trouvé une étude qui était mieux faite, mais elle répondait pas à ma question spécifique de si seulement drainer l'hématome. Eux, leur intervention, c'était de drainer l'hématome et de faire une infiltration de PRP. Puis là, mais là, c'est ça. Puis là, comme juste les infiltrations de PRP, ils ne savaient pas si ça l'aidait côté guérison. Mais eux, leur étude avec des groupes quand même similaires, le temps de retour moyen au jeu, c'était 23 versus 32 jours avec un P significatif. Mais là, je trouvais ça aussi étrange que eux, leur étude, on parle autour de 25-30 jours, puis l'autre étude, c'était autour de 50 à 100 jours. Fait que déjà, mais c'est ça, déjà là, côté durée, c'est C'est des petits hématomes. mais c'était quand même 37% de déchirure musculaire dans l'étude que 23 jours plus tard, ils retournent au sport sans douleur, range of motion normal. Fait que c'est pour ça que je sais pas, ils ont des physios exceptionnels. On en aura en masse. Ben, dans la saison de football, on en a énormément. Ouais. On a eu toutes les équipes de foot Ah oui. collégiales. Puis- C'est pareil d'entendre on prend les marteaux, on agit du PRP, ça fait un petit peu On enlève du temps pour en remettre. parce que là, c'est ce qu'on recherche. Puis aussi, dans cette étude-là, ils ont regardé le risque de récidive à 2 ans. Il était inférieur dans le groupe intervention, mais par contre, pour savoir leur taux de récidive, ils ont regardé si le patient a reconsulté à leur hôpital dans les 2 prochaines années. Je me sais s'il y a eu une infiltration de PRP, souvent, ça implique des frais importants. Fait que peut-être qu'ils ont tendance à consulter ailleurs si jamais il y a une récidive. Le prochain sujet controversé, ça concerne les anti-inflammatoires. Est-ce qu'on devrait en donner Allô, ou Eliane? pas? Côté avantage, Est-ce qu'on ça apporte m'entend? un effet de soulagement en aigu. Puis aussi, il y aurait moins d'effets délétères si c'est une durée qui est courte, puis aussi à la plus faible dose qui apporte un effet de soulagement. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Ça, vas-y. c'est notre modératrice. Ou... Oui. Est-ce qu'on m'entend? Ah, Oui, mais Philippe, la main on s'est t'entend. baissée, On t'entend, Philippe. mais je ne sais pas si Ah, super, excellent. Merci. En fait, je voulais juste savoir il y avait par vraiment rapport. une question ou c'était avant de- une erreur. Est-ce que vous m'entendez? Visiblement, Ok. eux autres, non, mais nous autres, oui. T'entends, Philippe? Ah oui, Philippe, c'est ok. une question, gang. Vous entendez pas, Eliane? Vous Ok, entendez c'est ça. pas? Parfait. Puis, fait que ça, côté des inconvénients des anti-inflammatoires, on me fait signe d'arrêter.
Vous entendez pas? Mais je m'en dis, nous, on n'entend pas, mais moi, mon son de mon ordi est au maximum, mais je pense peut-être. Tu fais, peut-être, tu m'appelles sur mon site. Il appelle moi. Ça veut dire qu'il nous On a un entend. autre ordinateur branché dans la salle, puis on n'entend pas non plus. C'est le problème. Ah. Continue alors à la fin. Non. OK. Bon, fait qu'on va continuer, puis au pire, on regardera pour les questions à la fin. Fait que, côté inconvénient des anti-inflammatoires, c'est ça masque la douleur. Fait qu'il y a un risque de reblessure augmenté que les athlètes reprennent trop rapidement. Sinon, ça augmenterait le tissu de cicatrisation. Puis en diminuant l'inflammation, ça ralentit le processus de guérison aussi. Puis dans la littérature, c'est pas supérieur à l'acétaminophène. Fait qu'on peut se questionner là, sur leur pertinence de les prescrire. Et le dernier sujet qu'on va aborder, c'est côté prévention des complications post-déchirure musculaire, si on peut faire quelque chose. Dans les différentes complications, il y a la myosite ossifiante. Puis ça, dans la littérature, c'est vraiment une prise en charge immédiate avec un principe de peace and love qui permet de diminuer les risques, puis ça fait un peu une diminution du saignement musculaire puis une diminution de la rétraction des fibres. Puis ça, c'était vu un peu des facteurs protecteurs pour la myosite ossifiante. Sinon, justement, comme drainer l'hématome, c'était pas comme prouvé efficace. Puis sinon, au premier signe de myosite ossifiante, ça peut être intéressant de là prescrire des anti-inflammatoires qui bloquent l'inflammation. Puis c'est un processus inflammatoire qui fait progresser la myosite ossifiante, fait que ça ralentit un peu sa progression. Sinon, dans les autres complications, il y a le syndrome du compartiment aigu. Ça, c'est pour le prévenir, c'est de diminuer la pression dans le compartiment, donc de drainer l'hématome qui pourrait aider. Par contre, à l'inverse, dans les risques du drainage d'hématome, il y a une myosite pyogénique qui peut avoir lieu. Dans la littérature, c'est décrit comme une complication rare, mais je n'avais pas de prévalence spécifique qui était mentionnée. Puis c'est surtout les personnes immunosupprimées qui ont eu une infection récente qui sont plus à risque ou les personnes de pays tropicaux. C'est quoi le C'est. Oui, puis des fois, ils peuvent comme avoir un abcès même qui se forme. Puis sinon, dans les complications, il y a le risque de récidive. Ça, c'est une bonne prise en charge initiale, pas de retour prématuré au jeu, puis s'assurer quand ils retournent au jeu, qu'il y a un bon équilibre musculaire entre les agonistes et antagonistes. Fait que c'était pas mal ça notre présentation sur nos références. Puis on vous remercie pour votre écoute. Puis on pourrait passer à la période des questions. On pourrait essayer de voir si on est capable d'entendre ceux en ligne. M'entendez-vous? Un sujet très large. M'entendez-vous? Oui, c'était très bien présenté. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Ben, Nous parle-moi, autres, on- Philippe, je t'écoutais, puis tu m'écouteras. Ouais, c'est ça. On répond aux questions entre nous. Ou bien, toi, est-ce qu'ils t'entendent, voyons, Stéphanie? Moi, j'entends Philippe. Ah, moi aussi. Toi, t'es où? Moi, je suis chez nous. Ah, ben c'est ça. On va se parler, nous autres. Autrement dit, c'est les deux facteurs les plus importants. Un premier soin bien fait, bien fait. Et l'autre, aussi. Phil, appelle Jean-Philippe. Au bon moment. Là, on n'entend même pas Germain. Ben, on l'entend, mais Ah, on ne parle pas fort. On ne sait pas. Je pense que c'est une myosite de science. On dit des premiers soins bien faits, mais. Ça n'arrive pas. Non, c'est ça. Mais ça a bien été démontré Bon, que c'est- excellent. Ben, écoutez, moi, on va essayer de se répondre des questions entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, Philippe, ça a coupé, là, Vas-y, mais Philippe. je voulais savoir qu'est-ce que nous, on faisait par rapport au drainage d'hématome. Ah, parfait. Là, je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire quand je t'allais prendre l'appel, mais Je parle de la j'ai ça. Puis, moi, j'ai tendance à les drainer. Là, je me pose pas beaucoup de questions. Là, parce que c'est vrai que c'est décrit, les infections, ça a été décrit comme les infections d'hématome post-drainage. Là. Mais contrairement au drainage de la bourse olécranienne, c'est pas si bien démontré que ça. Là. Puis honnêtement, la satisfaction du joueur d'avoir drainé son hématome qui est gros comme ça dans sa cuisse est assez présente. Là. Moi, je la crains, la myosite ossifiante, parce que quand ça s'est installé, c'est quelque chose qui peut être handicapant pour le reste de tes jours.
Il n'y a rien qui est démontré, effectivement, que c'est miraculeux pour prévenir les éthociens, mais ça n'a pas été démontré non plus comme étant quelque chose qui ne la diminuait pas. Moi, pour le confort du joueur, j'ai donné. Puis j'ai jamais eu, j'en ai drainé quand même quelques-uns, j'ai jamais eu de complications. Puis oui, ça peut revenir, ça m'arrive de drainer 2 fois un deuxième hématome aussi. Mais tu sais, des fois, on tergiverse, on attend, puis ça dure des semaines. Puis là, ben, en fait, ce qui est liquide devient gélifié. Ça fait mal, en fait, hein, l'hématome, c'est pas agréable. Oui, c'est ça. Il demande en question si vous avez un cut-off de grosseur pour les ponctionner. Un quota de douleur. Quand c'est assez rapide que ça leur fait mal. Fait que, puis moi, j'attends pas, je le fais sous écho dans mon bureau. C'est vraiment pas compliqué à faire. Ça prend pas ça prend des infections standards. Est-ce que nous, cliniquement, Entendez-vous, quand il y a un hématome intramusculaire, on va avoir vu une coloration dans la peau, donc on saurait qu'on va référer, c'est ça? C'est trop profond. Ouais. Tu as une bosse, puis ça peut être. Tu sais, je vais en venir, j'ai un cas Une présentement. bosse palpable ou même ça? Ben oui, il y a une masse, mais une masse, c'est pas toujours un hématome. Hein. Une masse, c'est une rupture musculaire, particulièrement du droit fémoral. Ça donne des masses bien présentes, puis des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est des arrachements comme tels, c'est pas toujours de l'hématome. Il peut y avoir vraiment des ruptures musculaires qui peuvent être de différentes ordres. Il faut voir avant de mettre un aiguille, il faut voir c'est quoi. Puis, des fois, c'est pas nécessairement bleu à la cuisse, c'est profond. Par rapport aux déchirures, musculaires, moi, on a eu un cas l'année passée, monsieur, c'est le plus bas, mais c'était un cas de déchirure, mais la déchirure était quand même pas nécessairement dans une zone où on est près du tendon. Autrement dit, quand j'ai été chirurgien, il me disait, c'est pas une bonne idée de réparer parce que lorsque tu essaies de coudre du muscle à muscle, c'est pas facile. C'est comme du dégaché, dans le fond. Parce que ça prend, comment dire, une base solide, qui est solide, comme le tendon. C'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Alors donc, je pense que les chirurgiens ne sont pas aussi pressés d'opérer quand c'est dans une zone musculaire centrale. Parce que ça guérit quasiment mieux par le traitement conservateur. Ça finit par passer. J'ai une question si on n'avait pas là. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Tantôt, quand on parlait de déchirure musculaire, votre premier sujet, là, bon, vous avez parlé des grades selon la déchirure à l'écho, mais dans le sens où on disait cliniquement, mais dans le fond, vraiment, ma question, c'est vraiment cliniquement, est-ce que vous avez vu sur comment grader les déchirures sans échographie, mettons, avec des signes cliniques, plus la force, l'amplitude, quel pourcentage, comment, y a-t-il des critères qui sont plus associés à ça? J'en ai pas vu comme plus cliniquement, autre que, si je peux dire, le propre jugement selon le mécanisme de blessure, si ça a plus l'air comme d'une légère élongation versus il y a de la grosse douleur, il est plus capable de marcher, mettons, il y a une perte du mécanisme extenseur, mais là, ça fait atteindre plus sévère, mais j'ai pas vu, de classification vraiment cliniquement pour mettre avec précision l'atteinte. Deuxième question. Vous avez parlé dans les traitements, vous avez mis étirement en premier. Ça, c'est venu me chicoter. Je n'aurais pas tendance à aller travailler en étirement qu'un muscle claqué. À part si dans la rehab, on constate quelques semaines plus tard que là, on a vraiment un manque d'amplitude. On dirait que je n'aurais pas vu la pertinence d'aller étirer un muscle déchiré au début. Est-ce que vous avez vu dans mais moi, je m'en dis, je fais pas de décision, mais c'est dans un comme guideline de réadaptation qui mettait ça en première étape. Parce qu'on entend pas sur les applicatifs quand même. en premier dans la liste, ça m'a. Mais eux autres, c'est ça aussi qui mettait comme. L'astagnement, c'est plus stiff, est-ce que quand tu retournes à l'activité graduellement, il y a plus de chances? Tandis que si tu pratiques l'étirement. Oui, je suis d'accord qu'avant de retourner à l'activité, j'ai un rhum complet, mais je n'aurais pas tendance à aller dès le début étirer un muscle qui est partiellement déchiré. Ouais. C'est sûr que l'instinct, j'aurais attendu, mais c'est sûr qu'un muscle, un tendon, ça guérit par contraction excentrique. Éventuellement, il faut le faire. Oui, ça dans mais l'éducation. Au tout début, je t'avoue que ça me questionne aussi. Oui. Mais là, je suis plus en questionnement qu'en grande vérité. Sinon, aussi dans le chat, tu dirais que les étirements, ça pourrait comprimer l'hématome puis diminuer le saignement. Peut-être un étirement pas maximal bien pas douloureux. Oui, mais c'est ça. Là, c'est pas. Non, mais je veux dire, mettons, juste de dire, je vais au début, puis on est plus comme en.
En tension, relaxation, plus que de dire genre, let's go. En fait, pour éviter de déchirer davantage. Il y a du cicatrice. OK, j'ai une autre question, je m'excuse, j'en ai plein. C'est un sujet qu'on voit souvent. Est-ce que vous avez lu sur les massages post-plaquage dans les traitements? Pas spécifiquement sur les massages. Parce que, tu sais, on voit la tendance, les athlètes se roulent beaucoup, se massent beaucoup. Ouais. Fait que, est-ce que ça doit être proscrit? Ça va-tu dans le même sens de comprimer les matons, tu sais? Ouais. Tu l'as introduit quand même au tout début. Après, une bonne méthode d'expression, pour retrouver la souplesse. C'est une bonne chose. Ouais, c'est ça. Puis Non, on lit de plus en plus les claquages des laisser pas mal aller, là. Pas masser, pas étirer du tout, là. Fait que ça, On va parler. Il pourrait être intéressant aussi de regarder la place de la viscosuppléance des tissus mous sur les petites déchirures, par exemple des abducteurs. pas Pas dedans, mais en péricondineux. Dans la guérison. Ça pourrait être intéressant de regarder ça. Je sais pas, parce que dans les tendinopathies chroniques qui sont des fois fruits de déchirures, la viscosuppléance a une place effectivement. Les tissus, je pense. Je pense que Dr Mador, elle a dit pas dans les 10 premiers jours, suspicion de saignement pour le massage. Puis Diane Lambert, dans mes recherches antérieures, ça devrait être évité dans les premières semaines. C'est ça, on a des champs larges, les premières semaines, 10 jours, 3 mais ça, par contre, comme j'ai cherché, puis comme la période aiguë à risque de ressaignement, c'est dans les 7 à 10 premiers jours. Que c'est à risque, puis mettons que la chaleur est contre-indiquée parce que ça pourrait refaire saigner. Fait que le massage, ça pourrait être comme dans le même. Ouais, c'est le but de ces rencontres. Ben oui. C'est pas sérieusement. Sinon, y avait-tu d'autres questions, soit en personne ou en ligne? Moi, j'ai un cas. Est-ce que tu peux en parler? Oui, mais on peut parler. J'ai les images sur mon téléphone, je viens de les réobtenir. Mais je vais vous en parler de toute façon. Puis si on peut les diffuser, on ne fera éventuellement. Okay. J'ai vu un jeune homme de 15 ans, 16 peut-être, qui, suite à un match de hockey, sort de la glace fâché, hein, puis parce que pour une frustration X, Y, Z de hockey. C'est connu qu'on est plus frustré au hockey que dans d'autres sports. Et il est allé de toute sa masculinité, puis il a frappé dans une porte. Donc, il a donné un coup de pied dans une porte. Et immédiatement, il a entendu toc et il a eu mal à la cuisse. Et moi, je le vois quelque part comme 6 à 8 semaines après. Puis, il présente justement une bosse, à peu près dans le tiers proximal de sa cuisse, sur le droit fémoral, une bosse là. Et des fois, je me dis, écoute, c'est un hématome qui s'est formé, puis là, qui n'est plus drainable, mais je vais aller voir. Fait que j'ai examiné. D'abord, il n'y avait pas de défaut d'extension, ni de défaut de force, mais ce qu'il me dit, c'est qu'il a réussi à un moment donné à se réentraîner et en allant courir, il a réentendu toc. Donc, comme un phénomène de quelque chose qui se répare et qui se rebrise à nouveau. Donc, je mets une sonde d'écho là-dessus, puis je vois quelque chose que je n'ai jamais vu. Je vais vous le décrire succinctement, puis je pourrais mettre les images, mais ce qu'on voit en somme, c'est, je vois le vaste interne qui est intact là, dans le champ éloigné, mais dans le champ proximal, dans le champ approché, on voit le droit fémoral qui n'est pas tout à fait déchiré en haut puis en bas, mais au centre, c'est comme s'il y avait un tourbillon. C'est comme si on avait pris des fils musculaires, qu'on les avait tournés sur elles-mêmes, comme si on avait pris des fils, vous savez, comme des spaghettis qu'on roulerait sur une fourchette dans une assiette. Et là, tu sais, j'ai cherché, puis il n'y a pas grand-chose là-dessus. J'en ai parlé à mon collègue qui fait beaucoup d'écho, à Pierre Collin, qui curieusement, lui-même avait eu le même cas 2 semaines auparavant, et qui est d'une rareté phénoménale. Qui est un syndrome de... Je vous le dis juste pour la... Prenez pas ça là, parce que vous n'en referez pas. Ça s'appelle un degloving injury. Le droit fémoral, c'est un muscle dans un muscle qui est invaginé. Et ce qui est arrivé en réalité, c'est que le tendon intramusculaire du muscle intérieur, il a cédé, ce qui fait que le muscle a retourné sur lui-même.
ce qui arrive chez ce kid-là, c'est que, d'abord, c'est pas vraiment opératoire. Il n'y a personne qui connaît ça, cette affaire-là. Il n'y a pas un chirurgien au Québec qui veut faire quelque chose avec ça. Ce qui arrive, c'est que lui, il faut être capable de le réadapter tout doucement. Donc, il regagne de la force à l'intérieur de son muscle pour éviter justement que ça rupture à nouveau. Parce que par 3 fois après, ça a re-rupturé. Ça ne fait pas des grands hématomes, mais c'est une espèce de curiosité d'un truc qui est d'une rareté. On a envoyé des images à un Espagnol, Carlos Pedres, qui est un gars qui est spécialisé en blessures musculaires, un orthopédiste spécialisé en blessures musculaires, qui dit hey, écoute, c'est un des rares cas. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Fait que, lui, en l'occurrence, il a été traité par une technique, des fois, que certains physios font, qui s'appelle le blood flow restriction. Puis là, il prend du mieux depuis 3-4 mois. Il augmente ses volumes en espérant que la lésion musculo-tendineuse, elle guérisse. Fait que j'en parle parce que c'est pas toutes des hématomes, puis c'est pas toutes des ruptures complètes. Des fois, il y a des bizarreries. Il faut les voir, hein. Faites faire des imageries, faites faire des échos, faites-le si vous êtes à l'aise. Ouais. Le claquage de la douleur. Oui. Fait que claquage qui revient à répétition. Oui, ben je les ai pour les gens, là, c'est un peu plat pour les. De la douleur, je veux dire, le claquage de la furie. De la furie. Sinon, pour The ça, Fear of Fury. ça en ligne, il y a Dr. Mador qui a sollicité son intérêt pour les voir. Oui, peut-être que je vais prendre un screenshot de qui est en ligne, puis je vais les envoyer individuellement. Puis Pierre, on a vu aussi des images, mais les liens sont vraiment clairs. T'as-tu tout le monde qui est là? Fait que là, je vais les montrer ici à ceux qui sont là. Fait que ce qu'on voit là, regardez, ce qui arrive, c'est que je vais le remettre au début. OK. Là, je suis dans ma sonde est comme ça sur la cuisse, puis là, je remonte comme ça. Je passe de distal à proximal. Fait qu'on le voit ici, le tendon du quad. Puis quand je vais remonter, on va le voir, on voit les vastes de chaque côté, les vastes latéraux. Là, on va voir apparaître une espèce de boule. Bizarre. OK, attendez. Ça, c'est typique, là. C'est le signe du sauron. Vous voyez, là, comme l'œil du sauron. Vous allez voir apparaître le tendon, là. Ouais. Ça, c'est le tendon qui a été rétracté. Puis c'est comme vraiment beau. C'est vraiment beau, fait Oui. là. puis là, je le vois dans une autre. Je monte ma sonde comme ça. Là. Voyez-vous, c'est comme si on avait pris une spaghetti, on avait fait ça. Et là, ce qu'il faut noter, c'est que. Ah merde, excusez-moi. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a au-dessous, en dessous de la ligne blanche, c'est du vaste intermédiaire. Fait qu'il y a des fils normales ici, et au-dessus, il y a un dessous. C'est vraiment au centre. Oui. Puis tu dis que c'est souvent extérieur de la zone du tendon. Oui, ben c'est le tendon, c'est l'intérieur du tendon. Fait que, Les orthopédistes, je pense que c'est ça. non, non, en fait, il y a personne qui tout le monde dit je ne sais pas quoi faire, je ne connais pas ça, ça s'opère pas. En fait, j'ai parlé à plein de monde, puis il n'y a personne qui s'intéresse vraiment. Faut qu'il y ait eu. Est-ce que tu fais le lien avec le stress vraiment? Ah oui, oui, exactement, c'est un stress en explosif. C'est le tendon est sursollicité. Exactement. C'est la porte qui a gagné. Un batteur ou un batteur au football ou un batteur au soccer, ça pourrait arriver. Ben, le docteur Pérez nous disait que ceux qui voient, c'est toujours des coups d'impact. Puis au soccer, effectivement. À cause de l'arrêt très brusque. L'arrêt très brusque, effectivement. Oui. C'est toujours des. Je me suis encore. Puis, en fait, ce qui peut être tenté, c'est du PRP là-dedans. On ne l'a pas fait encore. Pour la prochaine étape, s'il plafonne. Mais c'est ça, mais tu sais, on a essayé d'aller chercher des avis. Puis j'ai même fait faire une IRM parce que c'était tellement bizarre que je me dis, je ne veux pas qu'on passe à côté d'une masse qui serait néoplasique, puis on a pensé que c'était ça. Mais le docteur Pelage disait, regarde, c'est l'image classique. Là, avec le signe, le son. Je trouvais ça cute d'en parler maintenant. Oh non, mais c'est content. Ça, c'est complémentaire. Il reste que Jean-Philippe, ça se guérit contre la oui, avec patience. On ne doit pas avoir gros d'études sur combien de temps ça va faire. C'est juste une question de. Là, tu gardes une position de repos avec la jambe. Non, lui, il a fallu garder actif, mais toujours en dessous du seuil de la douleur. Puis on sait quel type de force recréer le claquage.
Puis là, comme je t'ai dit, il a travaillé en blood flow restriction, là, qui finalement, ils font un garrot sur l'artère, ils baissent de 60 à, on baisse de 60 à 80 le blood flow pour que le muscle travaille sans trop de pression artérielle. Ben, c'est un peu capoté, là. Je connais. Je comprends pas, ça, Il se renforcit avec comme moins ça de crée une souffrance, pression. puis après, on le C'est pas revascularise. tant de souffrance qu'on veut diminuer la pression d'arrivée du muscle lorsque le muscle se contracte OK. pour pas que ça déchire des fibres. C'est un peu ça l'idée. Mais ça l'aide aussi à la croissance après des. Mais c'est ça, après, à la c'est comme la guérison, nitro, là, tu refais une grosse vascularisation d'un coup quand tu enlèves le gant. Pas vraiment. Oui, mais là, le muscle n'est plus au repos. Là. Il est redevenu au repos. OK. Non, la vascularisation, je pense qu'elle redevient. Ça ne se rend pas au début. Non, c'est ça, mais c'est aussi parce que, outre le fait de le faire travailler tout court avec moins la pression du sang, c'est que ça stimule ta production de fibres musculaires tout court. OK. Fait que dans le fond, ça va aider un petit peu ton hypertrophie musculaire. Ça va juste à cause du manque que ton muscle a travaillé sans oxygène. C'est plus du côté d'Ariadapt. Moi, c'est un truc dont je. C'est parti. Moi, je suis allé voir le physio, je disais, écoute, parce qu'on devrait travailler là. Oui, absolument. C'est le bon cas. C'est intéressant. Bravo pour votre présentation. Ben, merci. Ouais, mais non, on a la machine en bas, fait qu'on a tout le temps. Nous, on le sait surtout en bas avec surtout les gars qui ont des tendinites ou des problèmes articulaires tellement aigus, tellement intenses qu'ils ne peuvent pas s'entraîner fort musculaire. Fait qu'on ne veut pas qu'ils perdent la masse musculaire pendant ce temps-là. Fait qu'on les entraîne avec le blood flow. Restriction. Fait que dans le fond, c'est comme si leurs muscles fournissent un effort comparable à si on mettait de la charge, mais ça avait n'avait moins de pas la charge. charge. C'est ça, exact. Ouais. Ouais. Nous, on a une lecture de 50 ans. Mais pardon. C'est satisfaisant. Oui, C'est au match la semaine passée? non, on est sans janvier. Bon. C'est On regarde ça. parfait. Je vais aller